Bienvenue dans le second podcast de Mister Prépa. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet de culture générale sur lequel vous pourriez éventuellement tomber au concours. Désire-t-on toujours ce qui nous échappe ? Le mot désir renvoie à l'étoile, ça vient du latin sidus sideris, l'étoile. En français, on rajoute un suffixe privatif de qui désigne à la fois la nostalgie, le regret de l'étoile, et qui veut dire en réalité que l'objet que le désir se donne ne satisfait qu'un désir qui va au-delà de cet objet lui-même. Il y a dans la notion même de désir cette ambivalence du désir qui échappe à lui-même. Nous avons donc deux conceptions possibles du désir. La première, c'est le désir comme manque, comme absence. Le désir ne s'arrête jamais d'advenir. Même quand il est provisoirement satisfait, il finit par renaître. C'est une manière de dire, pour reprendre l'étymologie du terme, que même l'étoile ne suffit pas. Même la constellation la plus parfaite fait naître en nous un manque, un vide existentiel. L'association entre désir et absence de limite relate donc cette fuite permanente de l'objet. Mais il y a aussi une seconde conception du désir. On peut aussi le concevoir comme besoin d'excès. Si on refuse l'étoile desideris, cela peut aussi signifier que l'on souhaite la dépasser, aller encore plus loin. Le désir en ce sens n'est pas un manque, mais une force qui nous anime toujours plus et qui nous donne une pulsion de vie toujours plus forte. On retrouve d'ailleurs cette dualité étymologique dans le banquet de Platon. D'un côté, Platon évoque le désir comme, je cite, « ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir ». De l'autre, le désir est aussi une force, cette puissance qui permet d'enfanter. Dans le banquet, le désir c'est Eros, fils de Poros et de Pénia, donc à la fois fils d'abondance et de pauvreté. Dans une copie, les problématiques pourraient donc être les suivantes. Le désir est-il toujours constitué de cette dualité, d'une pulsion infinie et d'un vide abyssal ? En d'autres termes, l'objet du désir se dérobe-t-il toujours à la pulsion qui le précède ? De là, on peut opposer schématiquement Platon et Spinoza, même si cette opposition est anachronique à bien des égards. Mais dans une première partie, le désir comme manque, on aurait Platon, qui conçoit le désir comme un manque, du moins en partie. Chez Platon, le désir est amour, donc manque. Nous désirons ce que nous aimons, et tout ce que nous aimons nous échappe. De fait, chez Platon, le désir est souffrance. Dans une seconde partie, celle du désir comme force, Spinoza s'inscrit à défaut. Il prend l'exact contre-pied. Il conçoit le désir comme un excès indispensable, une force omniprésente. Pour Spinoza, le désir est une pulsion humaine pour persévérer dans son être, pour reprendre les termes du langage spinoziste. D'ailleurs, c'est très important dans une copie de réutiliser les termes de l'auteur. Spinoza écrit dans l'Éthique « Le désir est l'essence même de l'homme ». Autrement dit, nous sommes tous des êtres de désir. Mais là où chez Platon, nous sommes des êtres de désir, donc de souffrance, ici chez Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Ça n'est pas un pouvoir au sens politique, c'est une puissance au sens de puissance de l'être. Pour Spinoza, cette puissance est apparentée à la puissance sexuelle, donc la puissance de jouir. Pour filer l'exemple du désir sexuel, selon la conception platonicienne, on pourrait dire que le désir, c'est une personne qui ne prend du plaisir que tout seul. Face à autrui, donc à l'objet de son désir, il tombe tout le temps dans l'impuissance. Chez Spinoza, en revanche, l'acte de jouissance fait corps avec l'objet lui-même, donc corps avec l'autre. En bref, chez Platon, le désir est une expérience solitaire qui se détache de son objet. L'objet n'intervient que dans l'imagination. Chez Spinoza, l'objet du désir est consubstantiel au désir lui-même. Sans objet, pas de jouissance possible. Mais attention, petite parenthèse, le désir n'est pas que plaisir, ça a un sens beaucoup plus large. Souvent on confond désir et plaisir, les étudiants font souvent cette erreur. Mais on peut aussi se dire que le désir, ça passe aussi par la souffrance. Et c'est le cas par exemple de la catharsis chez les Grecs ou plus simplement du sadomasochisme. Ici, nous avons pris l'exemple du plaisir sexuel. Mais j'aurais très bien pu en choisir un autre.
On pourrait aussi par exemple prendre l'exemple de la nourriture. Pour Platon, se nourrir constitue un désir caractérisé par la faim. En somme, nous aimons manger parce que nous satisfaisons un manque qu'est la faim. Mais chaque fois que nous nous nourrissons, ce désir disparaît. Pour Spinoza, en revanche, le désir de se nourrir se caractérise par la puissance de l'appétit, par ce qui ne manque pas. Ici, la période de désir ne se situe pas en amont de la dégustation, comme chez Platon, c'est-à-dire au moment où il n'y a encore rien à manger, mais le désir, pour Spinoza, se situe pendant l'acte de dégustation. L'appétit, c'est cette puissance de jouir de ce qui est, donc le désir lui-même. Nous avons donc vu les points de vue de Platon et de Spinoza, qui s'affrontent et représentent nos deux premières parties. La troisième partie d'une dissertation ne doit pas réconcilier ces deux pensées, mais bien les dépasser. Nous ne désirons pas ce qui nous échappe, puisque le désir est concomitant à la consommation de l'objet, Spinoza. Nous désirons ce qui nous échappe, car le désir s'évanouit quand l'objet nous apparaît, Platon. La troisième partie est toujours un petit décalage par rapport au sujet initial. Et donc la question ne devrait donc plus être « désire-t-on toujours ce qui nous échappe ?», mais plutôt « peut-on apprendre à se libérer des désirs qui nous échappent, qui nous aliènent ?» L'aliénation est ici à entendre au sens d'aliénos, qui a son être hors de soi, dans son être autre, donc ce qui nous échappe. Peut-on apprendre à se libérer de ce qui nous échappe ? Nos désirs peuvent-ils être le fruit d'un apprentissage ? En d'autres termes, peut-on contrôler nos désirs ? L'idée est ici de dire que nous devons tendre en permanence vers la minimisation des désirs qui nous échappent. En adoptant la posture de celui qui travaille toujours à connaître les tréfonds et les fondements de ces désirs, nous pourrons les réduire fortement. Pour cela, Freud est un très bon auteur, et Freud d'ailleurs est un philosophe qu'on utilise souvent en troisième partie d'une dissertation, parce qu'il trouve dans l'inconscient un moyen de dépasser les concepts philosophiques traditionnels. Pour Freud, nous pouvons nous libérer des désirs qui nous échappent par leur connaissance. Cette connaissance de nos désirs passe par la recherche de nos désirs refoulés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour Freud, on ne peut jamais réprimer un désir. Chaque fois qu'on l'étouffe, qu'on le refoule, il ressurgit sous une autre forme. Connaître, analyser, faire évoluer nos désirs constituent les seuls moyens pour réduire leur fuite permanente. Freud analyse notamment cela dans Malaise dans la culture, grâce à une structure ternaire que l'on connaît maintenant bien, le moi, la réalité dont on a conscience, ce que vous voyez, ce que vous savez, est tiraillé entre ces désirs inacceptables venus de ces tréfonds, qu'il nomme le ça, et les exigences sociales venues de l'extérieur et incarnées par le surmoi. Mais pour Freud, on peut tous travailler sur nos désirs refoulés grâce à la psychanalyse. La psychanalyse est alors conçue comme un outil d'apprentissage nécessaire. Cette éducation de soi passe par l'analyse de nos pulsions, de nos lapsus, de nos rêves, de nos actes manqués, mais aussi et surtout de nos transferts qui révèlent tous nos désirs échappés. En conclusion, nous allons répondre à la problématique initiale. Désire-t-on toujours ce qui nous échappe ? Nous répondons donc qu'il semble que l'objet de notre désir s'échappe en permanence. Platon. On a vu ensuite que l'on peut considérer une forme de désir comme puissance et jouissance de cet objet. Spinoza. Mais que quoi qu'il en soit, le contrôle de l'objet de nos désirs nécessite un travail sur nous-mêmes, un véritable apprentissage qui prend la forme d'une psychanalyse, par exemple. Freud. Sans ce cheminement, sans ce travail sur soi, on se retrouve comme le Faust de Goethe qui, je cite, « tourne dans le cercle étroit de ses plaisirs comme un jeune chat jouant avec sa queue ».